Alors une serre qu'on a terminée il y a à peu près 3 ans, on a ouvert en novembre 2018. C'était un projet de très longue date aussi, ça faisait 20 ans que c'était un projet à Nancy. C'est une serre dédiée aux relations entre les plantes et les animaux dans la zone tropicale, donc on peut le voir grâce à son dans l'eau. Donc c'était une thématique assez forte, qu'on a à Nancy depuis très longtemps, d'ailleurs avant que je sois là. C'est toutes les relations qu'on peut avoir. Donc, les plantes, on parle des plantes carnivores, des plantes myrmécophiles, mais aussi des orchidées avec la pollinisation, etc. Et on a largement élargi ces thèmes-là à d'autres thèmes qui nous paraissaient intéressants. Donc, historiquement, ici, c'était l'ancienne chaufferie des serres, qui a été transformée en serre depuis un petit paquet d'années. Et en fait, avec le temps, on avait cette volonté d'en faire une serre, et ça a mis très longtemps à se mettre en place. Mais ça y est, maintenant, donc, l'entrée d'entrée. Donc là, c'était un des fantasmes de mon chef, c'était d'avoir une tonnelle avec des Nepenthes. Donc ça, j'ai fait ça pour lui faire plaisir, il était très content. Donc là, on a un bac avec tout un tas d'hybrides et de cultivars de Nepenthes du commerce, mais qui permet d'avoir une profession diurne, même en plein hiver. En revanche, de l'autre côté, on va parler plutôt des espèces qui nous intéressent un peu plus. Comme ici, ce magnifique petit Nepenthes maxima, ou Nepenthes holdeni, si je conçois. Donc là, c'est des espèces qui fonctionnent assez bien ici, parce qu'on va ici parler surtout des Nepenthes pour plantes carnivores, vu qu'on a déjà la serre carnivore avant. Donc là, on va vraiment cibler sur les Nepenthes, parce que ce qui est rigolo avec les Nepenthes, c'est que c'est pas que des plantes carnivores, il y a aussi plein d'interactions assez rigolotes. Comme ce magnifique Philotus nepenthophilus, qui était décrit cette année par Chen Li et tout un tas d'autres gens, en Malaisie. Et notamment grâce à une photo de Chen Li qui nous a envoyé. C'est sympa. Une petite rêve qui vit dans les Nepenthes. Bon, bien sûr, les plus Tupac, qu'on connaît bien, aussi photo de Chen Li. Nepenthes lobi. La Kervula rodriki, qui vit dans les urnes de Nepenthes emsleyana. Et donc là, on a choisi de mettre tout un tas de Nepenthes avec des relations assez rigolotes. Les fameux. Tiens, d'ailleurs, on voit une photo de Vincent Basile qui est là. Les fameux Nepenthes albomarginata qui fait venir les fourmis, les termites, pardon. Donc d'ailleurs, j'ai lu qu'il pouvait y avoir jusqu'à 18 termites à la minute qui tombaient dans les urnes. C'est marrant. Là, sur Nepenthes gracilis, on a aussi cette fameuse opercule avec une forme très particulière. Et il y a des chercheurs qui ont mis en évidence qu'il y avait un effet catalytique de l'opercule. Voilà. Un beau petit Nepenthes trapezena ici d'ailleurs. Il vient jusque là. Là, pareil, une pseudo-protocarnivore, Passiflora foetida. Donc il y a eu des études qui ont démontré qu'il y avait des enzymes qui potentiellement pourraient digérer des insectes, mais je crois que ces travaux ne sont plus trop repris ces derniers temps. Toujours rigolo. Le matin, là en fleurs, on l'arrivait, il n'y a plus rien. De ce côté-là, on a plutôt les plantes myrmécophiles. Alors, on la voit plus trop parce qu'elle a pris un peu de place, mais entre les deux, on a mis une Nepenthes bicalcarta, vu qu'elle est myrmécophile et carnivore. On a une belle petite urne sur le côté là. D'ailleurs, on a des magnifiques photos sur le fond de Nepenthes bicalcarta in situ à Brunei, merci Vincent. Elles servent bien, tu vois, même si les plantes poussent un peu trop. Alors après, dans le myrmécophile, il y a plein de trucs rigolos. Donc là, on a un cécropia, on appelle l'arbre canon parce qu'il est creux. Donc ça, c'est un peu un hôtel à fourmis, parce que les fourmis, elles viennent dans la tige qui est creuse en perforant la zone du pétiole qui est là. Elles viennent chercher des corps mullériens, donc ce sont les petits trucs qui est blanc, tout blanchâtre qui est là. Donc elles se servent pour se nourrir. Là, il n'y en a plus beaucoup parce que les fourmis les ont toutes bouffées. Et voilà. Donc ce qui est marrant, c'est que les cécropias dans la forêt tropicale, c'est un arbre qui pousse très très vite, qui dépense très peu de matière, vu qu'il est creux, qui est nourri par les fourmis, protégé par les fourmis. Ça, c'est un truc que les chenilles adorent. Les fourmis font le ménage d'ailleurs, elles virent les plantes grimpantes, elles virent les plantes épiphytes. C'est vraiment une relation assez intéressante. Là, par contre, on a mis des épiphytes quand même, parce qu'on a un peu triché. Et dans ces épiphytes, on a ce cactus épiphyte et myrmécophile. Donc là, dans la nature, les fourmis vivent là-dessous. Elles se planquent sous la tige qui va ramper le long de son support. Le petit monolena aussi pousse, il est cultivé par les fourmis, celui-là. C'est une plante épiphyte et les fourmis vont les installer au sein terrestre, ça leur fait un petit nid. Les racines vont maintenir de la terre et ça leur fait une zone intéressante.
Tout ça, c'est ce qu'on appelle les plantes de jardin de fourmis. Donc là, ce qu'on a reconstitué ici, on a peut-être plantes qui ne ressemblent pas à grand chose, mais en fait, dans la nature, c'est ce qui se passe. Les fourmis vont faire une zone, à peu près 1 mètre du sol ou 2, vont faire un tas de terre, des débris végétaux, elles vont y installer elles-mêmes des boutures, des racines, des tiges de fougères, des graines d'anthurium, de solanacées, etc. On a tout un petit cortège de plusieurs dizaines d'espèces qu'on va trouver dans ce genre de jardin de fourmis. Si on va de l'autre côté de la planète, en Asie du Sud-Est, on trouve des plantes qui sont assez intéressantes et qui sont les plus connues quand on parle de plantes myrmécophiles. C'est toutes les Myrmécodia et Hypnophytum qu'on a installées ici. Donc c'est des plantes épiphytes, ça ressemble à des grosses patates qui pendouillent dans les arbres. Et en fait, c'est des hôtels à fourmis aussi, parce que si on la coupe en deux, on voit ça. Donc ça, c'est pas des trucs qui sont formés par les fourmis, comme vous pouvez des fois le penser. C'est les plantes elles-mêmes qui forment ces cavités, assez complexes, et les fourmis les habitent. La dépendance est telle que les plantes dépendent des fourmis pour la pollinisation, pour la dissémination, pour la nourriture en azote et aussi pour la défense physique. Donc elle va protéger la plante contre les intrus qui voudraient s'attaquer à la plante, contre les animaux qui voudraient la manger, contre les plantes grimpantes qui viendraient grimper dessus. Et elle participe aussi à leur défense immunitaire, puisqu'elles vont cultiver des champignons dans la plante qui vont la protéger contre les attaques des virus, des bactéries, etc. Donc là, on voit il y a quand même des beaux spécimens qui se baladent ici. Hein, n'est-ce pas? Albertuzzi, quand même, il est assez impressionnant là. Hein. Donc ça pousse dans les zones souvent en hauteur, dans les arbres, très ensoleillés, bien aérés, mais avec une forte humidité. Donc c'est parfois des plantes qui sont un peu compliquées à garder en culture pour ces raisons-là. Ça, j'adore cette plante-là, c'est un tococa. C'est l'un des notes du sud. Et on voit à la base de la feuille une espèce de petite boursouflure, assez sympathique. Et en fait, oui, ça ressemble à une paire de couilles, en plus c'est poilu, je suis désolé. Si on regarde là, on voit qu'il y a deux ouvertures juste là entre les nervures. Et en fait, les fourmis, elles se baladent, elles vont rentrer dans le pétiole par ces deux trous. Et si on regarde, l'intérieur est creux. Et dedans, hop, il y a alors des fourmis. Voilà. Ce qui est rigolo, c'est que les fourmis sont très organisées. Ça se voit un petit peu ici. Il y a l'endroit où elles font leur chambre et l'endroit où elles mettent leurs déchets. Et alors ici, elles élèvent des cochenilles, ce que j'apprécie moyennement, mais bon. Tococa, très sympa comme plante. Le petit frère du tococa, c'est le Mayeta, qui est là. Il est dans le même principe, un autre genre, hein, mais... Tout ce qu'on a là, c'est encore des plantes de jardin de fourmis, donc on voit que c'est très varié. On va avoir des aracées, des solanacées, on a un magnifique marca là qui est en fleurs, superbe. On a un gros philodendron aussi avec ses racines pendantes. Et là, on a aussi d'autres plantes de jardin de fourmis. Donc là, ce qui fait souvent la structure du jardin de fourmis, c'est ce genre de grosses broméliacées. Donc des Ecmea, on va avoir Longifolia, Mertensi, Bracteata. On voit bien d'ailleurs sur ces photos qui étaient prises en Guyane par un collègue du CNRS. Voilà, ça ressemble pas grand chose comme ça, mais c'est un jardin de fourmis. Donc là, si on s'approche un petit peu de ce côté-là, on va voir aussi tout un tas de Tillandsia. Donc c'est aussi les Tillandsia myrmécophiles, qui ont des tiges creuses, des feuilles en forme de cuillère qui vont s'appliquer contre la tige en laissant un espace. On voit d'ailleurs que la feuille se rétracte, ce qui fait un petit espace pour la fourmi pour rentrer. On voit ce genre de truc. C'est habité par des fourmis aussi. Après, ça peut aller loin. Donc on a cette plante-là, un cordia, qui a des nodosités. On voit ici, là, c'était comme une gale, ici, au niveau de l'embranchement. Donc pareil, si on coupe ça en deux, je ne vais pas le faire parce que quand même la pauvre plante, on voit que c'est creux et on voit aussi que c'est habité donc, par des fourmis. Donc là, on a cordia nodosa. Oui, c'est la brume parce que là, c'est tropicale ici. Voilà. Donc la diversité des plantes myrmécophiles, c'est quand même très intéressant. On peut avoir des trucs, donc là ce qu'on a vu, comme des adaptations très particulières. On peut avoir des trucs un peu plus lâches. Chez les passiflores, ce qu'on a souvent, c'est ça, des nectaires sur le pétiole. On a des espèces de petits appendices bizarroïdes
qui fabriquent du nectar qui vont attirer les fourmis. Les fourmis, quand elles sont là, quand elles vont bouffer, elles s'installent. Et ce qui est pervers quand même dans cette adaptation-là, c'est qu'une fois que les fourmis elles ont récupéré du nectar, elles ont du sucre, bah, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont chercher des protéines. Donc, où est-ce qu'elles vont trouver des protéines? Bah, sur les animaux qui vont s'approcher de la plante. Donc finalement, la plante va te protéger des prédateurs simplement en sécrétant du nectar. Donc finalement, le coût est assez élevé finalement pour la plante de produire du nectar ailleurs que sur les fleurs, mais c'est intéressant pour elle. Il y a énormément de plantes qui produisent du nectar, ce qu'on appelle des nectars extrafloraux, même en Europe, qui ont pour intérêt d'attirer les fourmis, même des fougères, qui pourtant les fougères ne produisent pas de nectar parce qu'elles n'ont pas de fleurs. Mais ces fougères-là produisent du nectar, ce qui permet aussi d'attirer les fourmis. D'ailleurs, pour les gens qui sont allés en Asie du Sud-Est, hein, tout ce qui est Microsorum, Aglaomorpha, Drinaria, Asplenium, souvent ces plantes-là, c'est une fougère avec très grosses feuilles épiphytes qui vont accumuler les matières organiques. Donc là, on voit, il y a tout un tas de feuilles mortes qui vont tomber dedans. Bon, pas là parce qu'il n'y a pas d'arbre au-dessus, mais on imagine s'il y a un gros arbre au-dessus, les feuilles mortes vont s'accumuler là. Ça va faire ça en une petite litière. Les fourmis vont habiter et continuer à dégrader les feuilles, vont continuer à faire de la litière. Et comme la notoire horreur du vide, on va avoir plein d'autres plantes qui ont poussé dedans. Donc là, c'est une photo qui a été prise en Indonésie. On voit plus trop, mais il y a une fougère à la base qui a fait son petit substrat. Et dedans, il y a plein de plantes qui sont venues là. Et tout ça est introduit par les fourmis. Et quand il y a un humain qui escalade, qui va aller voir ce qu'il y a dedans, bah, souvent il se fait mordre. Et des fois, c'est des fourmis qui ont des dards et elles piquent et ça fait mal. Et tester pour vous, c'est pas terrible. Dans ces jardins de fourmis, on a aussi pas mal d'Oya, par exemple, hein, des Oya myrmicophiles, des Dischidia, donc des Apocynacées épiphytes, qui vivent souvent avec les fourmis. Et tant qu'on est de ce côté du mur, en fait, notre interaction qu'on a entre les plantes et les animaux, c'est la pollinisation. Qui apparu très précocement dans l'histoire de l'évolution des plantes, à peu près en même temps que les plantes à fleurs. Et en fait, il y a une grosse partie des plantes qui dépendent de pollinisateurs animaux pour leur descendance. Et donc là, plutôt, c'est vrai qu'il y a les abeilles, il y a les papillons. Mais nous, on a choisi de présenter comme des cas un peu rigolos. C'est pour ça que sur la vitrine, là, on a mis en place des petits panneaux où on parle de pollinisateurs assez originaux. Donc là, on a des colibris, par exemple. Là, dans toutes les plantes qu'il y a là, il y a beaucoup de plantes pollinisées par des colibris. Donc on va les reconnaître souvent parce qu'elles ont une corolle, un type corollaire très très long et une entrée très étroite, ce qui permet finalement d'être pollinisé que par un colibri, parce que le colibri, avec son bec, va venir chercher le nectar qui est là, et en fait en faisant ça, il va se taper le bec dans le pollen. Alors que n'importe quel autre, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui pourront aller là-dedans quand même. Hein. Voilà. On a les chauves-souris aussi, ça c'est souvent méconnu, mais les baobabs, les bananiers, tout un tas de plantes dépendent les manguiers, sont pollinisés par des chauves-souris. Et les arbres aussi, donc ça c'est assez marginal mais c'est quand même très rigolo. Donc là on a un magnifique Phelsuma qui pollinise un Someratia, donc c'est un palétuvier. Mais là on a, ça c'est l'exemple assez connu, c'est Phelsuma borbonica à l'île Maurice. Les troquettes produisent du nectar aussi qui sont pollinisés par les Phelsuma, très mignon. C'est connu aux Canaries, dans pas mal d'endroits. Bon là on a encore de nouveau des petits colibris, des chauves-souris. Alors ça c'est très très rare aussi, ça c'est des lémuriens. Ça c'est un microcèbe à Madagascar. C'est des lémuriens parfois qui pollinisent des plantes. Il y a des photos magnifiques d'un collègue malgache qui m'a envoyé sur un ravinage. Donc là on voit un petit Varesia qui est en train de chercher du nectar dans c'est l'arbre du voyageur. Ravenala madagascarensis. Donc on voit le Varesia qui est dedans. Je suis très content de cette photo aussi. Et un autre truc, alors c'est moins en lien avec des pollinisateurs particuliers, mais les aracées, elles sont capables de produire de la chaleur. Donc elles peuvent augmenter leur température de 35 degrés, ce qui permet d'attirer les insectes. Donc là, on voit la plante, c'est pas très très joli comme ça visuellement, par exemple pour les aéroïdophiles. Mais pour un insecte, lui, il voit ça. Donc il le voit dans la forêt tropicale à des kilomètres, peut-être pas des kilomètres, mais des mètres, mettons. Et donc ils viennent s'empresser dedans. Donc on voit d'ailleurs, la fleur est remplie d'insectes qui viennent se réchauffer. Et forcément, ils viennent s'en mettre partout. Ça chauffe tellement, on voit d'ailleurs que là, la partie de la plante, elle est brûlée. Elle s'est brûlée elle-même avec la chaleur qu'elle dégage. On voit les brûlures ici. Et bien sûr, on ne peut pas parler de pollinisation et d'insectes et tout ça sans parler des orchidées qui sont quand même les pros de l'imitation. Donc on a un système de coévolution qui est quand même un exemple d'école, si on veut parler de coévolution en parlant de pollinisation. Voilà, donc là c'est assez rigolo quand même, des mâles de bourdons qui sont quand même pas très malins, ils vont s'accoupler avec une fleur, et semer la suite. Voilà, maintenant que vous êtes tous passés par là,
vous êtes collé des graines partout et ça me permet de vous parler d'une autre technique, d'une autre interaction entre les plantes et les animaux. On vient de parler de la véhiculation du pollen par les animaux, mais on a aussi la véhiculation des graines pour les animaux. Donc là, si vous regardez le pantalon, vous devez tous avoir des graines accrochées. Donc le col-col, c'est une plante parmi d'autres qui a la particularité d'avoir des graines qui s'accrochent bien au poil ou au pantalon et qui se décrochent bien de la plante. Et puis ça graine dessus, je pense que tout le monde est passé devant. Là, on en voit un petit peu, là, tiens, je veux un cobaye, tiens, cobaye. Tac, voilà, vous avez vu comme ça colle bien. Voilà. Donc les Ibicella qu'on connaît bien sont des plantes qu'on appelle zoocores, disséminées par les animaux. Les deux crochets qu'on voit là, qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert, les griffes du diable, en fait elles s'accrochent au poil des bisons, donc en tout cas des gros mammifères, et en fait ils sont obligés de se rouler par terre pour s'en débarrasser tellement ça accroche bien. Et en se roulant par terre, ils les écrabouillent, et c'est ça qui déclenche la germination ensuite. C'est pour ça qu'on galère autant à sortir les graines des Ibicella, parce qu'en fait c'est très costaud pour résister à un bison. Donc, voilà. Si vous voulez cultiver des Ibicella, des trucs comme ça, ayez un bison dans votre jardin, ça marche bien. Voilà. Donc ça c'est l'exozoochorie, ça se passe à l'extérieur, mais imaginez-vous aussi que ça se passe aussi à l'intérieur. Donc là, par exemple, si on voit des crottes de dromadaire, là on voit qu'il y a des graines qui poussent dedans. Parce qu'il y a beaucoup de plantes, toutes les plantes, les fruits qui se bouffent généralement, c'est pas pour rien, ça permet aux plantes d'être disséminées par les graines. Forcément par les graines, oui, mais par les crottes. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plantes qui ont un tégument très épais, ce qui leur permet de résister à la digestion. Voilà, c'est intéressant. On revient à nos fourmis, parce que là on a une magnifique photo d'ailleurs d'un collègue australien d'une fourmi qui est en train de disperser une graine d'acacia, avec ce qu'on appelle un élaïosome, c'est une petite zone de graisse. Les fourmis raffolent, et en les ramenant dans leur colonie, elles les font germer. Donc il y a beaucoup de plantes qui sont propagées par les animaux comme ça. Et alors là, je vais sortir un mot qui fait saigner du nez. Un truc qui est très intéressant, c'est la diploendozoochorie. Parce qu'on imagine un rongeur ou un oiseau, ça va généralement pas très loin pour disséminer les graines. Par contre, si ce oiseau ou ce rongeur-là s'est niaqué par un carnivore, fait beaucoup plus de chemin. En fait, on s'est rendu compte il n'y a pas très longtemps de l'importance des carnivores comme disperseurs secondaires de graines. Parce qu'en fait, en mangeant un granivore, il va aller très loin des fois et ramener les plantes beaucoup plus loin que ce qu'un granivore n'aurait fait. Un autre exemple rigolo pour la zoochorie, donc là on parle de graines, mais des fois c'est des plantes entières qui sont propagées. Donc là c'est le cas ici, on voit bien les canards, ce qu'on appelle duckweed en anglais, c'est les herbes des canards, donc les lentilles d'eau sont souvent propagées par les canards ou les oiseaux aquatiques. C'est connu d'ailleurs pour les circulaires. Et là, ce qu'on appelle la caliochorie, c'est la dispersion pour les nids. C'est très connu pour cette plante-là, le mousse d'Espagne ou le Tillandsia ismoides. On voit d'ailleurs tous ces nids là, du épaisseur ou un pic à ventre roux. Utilisent souvent cette plante-là comme méthode pour les nids, c'est très confortable, c'est très moelleux. Et après, la plante elle continue à vivre dans le nid. On voit sur le bol d'épaisseur en Floride, la plante elle est en pleine santé. Là, c'est des nids de merles européens qui ont fait leur nid dans les serres avec du Tillandsia ismoides. Voilà. Ça casse un peu la gueule, mais à la base il y avait un nid là. En revenant par là, on peut voir d'ailleurs une autre adaptation assez rigolote, où là c'est vraiment les plantes, les animaux qui sont opportunistes, ce qu'on appelle les phytothelmes. Phyto c'est la plante et thelma c'est le marais. C'est bien connu chez les amateurs de grenouilles, les grosses broméliacées qui accumulent de l'eau. Dans le forêt tropicale, il n'y a pas souvent des zones, des points d'eau, mais par contre les plantes peuvent accumuler beaucoup d'eau. Donc là, il y a souvent dans les grosses broméliacées, on va retrouver tout un tas de bestioles, forcément il va y avoir des bactéries, des larves d'insectes. Il va aussi y avoir des grenouilles, des crabes, t'as encore une photo de Vincent, tiens. Tu l'as reconnu? Je l'ai reconnu. Donc là, cette fois-ci, c'est en Asie, avec le Nepenthes. Il peut aussi y avoir des araignées, des serpents, des lézards, pas mal de ceux qui vivent là-dedans. Donc c'est très intéressant biologiquement parlant. Et des fois, il peut y avoir plus d'eau disponible dans les broméliacées que dans vraiment les points d'eau à côté. Il y avait un Américain qui s'était amusé à calculer le nombre de litres que pouvait porter un gros arbre dans la forêt amazonienne. Il est arrivé à plusieurs dizaines de tonnes. Donc c'est quand même pas du tout négligeable. Ça c'est le cas des broméliacées, mais c'est le cas de beaucoup d'autres plantes. C'est plus anecdotique, un peu moins rigolo à présenter, mais finalement les bractées des héliconias, les internes des bambous, etc. Il y a beaucoup de plantes qui accumulent de l'eau. C'est une profitable plante ou aux animaux. Et dans ce qui nous intéresse un peu, nous en tant qu'amateurs de plantes carnivores, il y a aussi ne serait-ce que Sarracenia purpurea qui accumule l'eau, qui très vite n'est plus si carnivore que ça, il y a beaucoup d'animaux qui vivent à l'intérieur.
mais aussi les Nepenthes, ça c'est très connu, avec notre petite Nepenthes ampullaria, donc là qui fait des feuilles, des urnes au niveau du sol, avec un opercule complètement retourné, qui permet d'avoir beaucoup de vaisseaux qui vivent dedans. Donc là on voit bien. Là une magnifique photo de Cheney là avec une petite rainette, une petite grenouille, une microïla, qu'on voit ici. Encore une photo de Cheney. Microïla borniensis qui vit. Donc là on voit les têtards qui se développent dans l'urne. Là on a encore notre petit crabe de Vincent. Et là, on a une photo de Vincent avec Ericsenia. Donc c'est une araignée qui vit quasiment que dans les urnes de Nepenthes. Donc quoi, la vie c'est assez impressionnant des fois, là, les chemins qu'elle prend. Ah, ça j'adore. C'est Philotus encore qui est dans un Nepenthes. Il m'a donné le nom. Philotus, je sais plus comment. Mais je pourrais le regarder. Et alors, tout ça nous amène à la dernière interaction qui est assez sympa. Donc on a vu finalement que les plantes, souvent se servaient des animaux, plus ou moins, en bien ou en mal pour les animaux. Parce que bon, quand même, le plant carnivore, c'est pas très sympa pour les animaux. Mais en fait, on oublie souvent que la première interaction quand même, c'est les animaux qui mangent des plantes. Donc là, c'est pas très sympa pour les plantes. Mais certaines plantes ont des adaptations qui leur permettent de ne pas se faire manger. Donc là, on a un magnifique Neptunia, où on a un petit mimosa, qui sont des plantes qui ont l'air bien fraîches. Sauf que si on les secoue un peu, d'un coup, ils ont l'air toutes fanées. Donc ça, on suppose que ça leur permettrait de ne pas se faire manger parce qu'elles sont moins appétantes. Donc là, on va dire que ça se ferme assez vite, on voit. C'est connu aussi. Et ça, c'est assez proche sur un mécanisme de défense. Là, on a un autre truc qui est à coup sûr un mécanisme de défense, qui est quand même assez tiré par les cheveux. C'est le passiflore là, il est pas malade. Là, des petits points qui imitent à la perfection des œufs de papillons. Les papillons du genre Heliconus ne pondent que sur les feuilles de passiflore. Mais comme l'évolution les a amenés à des perfections assez subtiles, ils pondent un ou deux œufs par feuille, pas plus, parce que sinon la chenille, on va pas de quoi se nourrir. Et là, il a paru un truc bizarre, des passiflores qui font des trucs qui ressemblent à des œufs. Donc les Heliconus, ils passent à côté, ils remarquent qu'un papillon a déjà pondu, du moins le croit-il, et ils passent à la plante suivante. Ils ne pondent pas. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça ne s'arrête pas là, parce que du coup, les plantes sont fait une adaptation qui permet de ne pas se faire pondre, de pas se faire pondre dessus. Les Heliconus sont développés encore plus loin, en pondant quand même. Donc ils ont appris à compter un peu plus. Donc là, si elle a déjà 2 œufs, c'est peut-être juste une plante. Donc c'est pas grave, on va pondre quand même 2 œufs en plus. Et en fait, on voit qu'il y a une espèce de course à l'armement entre la passiflore